Les composants React Native. Pour concevoir des applications React Native, il faut surtout écrire du code JavaScript. React Native étant très lié et proche de son homologue React Web. Il va reprendre les concepts de composants réutilisables et leur composition. Le composant va permettre de factoriser des bouts de code pour les réutiliser dans l'application. Il possède un cycle de vie qui lui est propre et permet de gérer les effets de bord. Il permet par exemple, et notamment, de définir des éléments autonomes, comme par exemple un bouton ou une carte permettant d'afficher la présentation d'un plat pour un restaurant ou une carte par exemple avec les différents types de fleurs, etc. À vous de laisser libre cours à votre imagination. Et ainsi, de pouvoir les réutiliser très simplement dans une application en leur passant simplement des paramètres. Ils peuvent s'écrire grâce à plusieurs syntaxes qui sont différentes, comme des classes ou des fonctions, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un composant dans React, c'est une brique logicielle réutilisable, comme je l'ai dit, et ça permet de factoriser du code métier en fournissant une abstraction. C'est l'élément de base d'une application React, et en les assemblant, on peut former une application entière. Concrètement, un composant, c'est une classe JavaScript ou une fonction qui reçoit des arguments, dits props, et qui affiche ou déclenche des effets de bord par rapport aux valeurs de ces arguments. Pour React Web, il faut savoir qu'il n'y a pas réellement, ou alors vraiment très peu, de composants de base fournis. La plupart du code est produit à base de balises HTML, comme par exemple des divs ou des P, ces éléments étant communs à tout navigateur web. Cependant, avec React Native, donc le framework, est obligé de fournir une abstraction qui s'adaptera en fonction de la plateforme Android ou iOS, au moment où le moteur d'interprétation, Bridge, va la rencontrer. Par exemple, comme on peut le voir sur le schéma ici de droite, qui est issu de la documentation donc, de React Native, le composant texte de React Native permettra de créer un élément UI TextView sur iOS et un élément TextView sur Android. Le composant image, lui, créera respectivement un élément UI ImageView sur iOS et ImageView sur Android. React Native fournit donc un certain nombre de composants par défaut, afin de faire abstraction de la plateforme de rendu final. Si jamais celui que l'on souhaite n'existe pas, on peut ajouter le nôtre avec un peu de code natif. Et le workflow barre d'expo, ou regardez donc dans le monde open source si quelqu'un ne l'a pas déjà fait. Créer un composant, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi faire? Maintenant qu'on a connaissance de certains composants de base, on peut en retrouver la liste exhaustive à l'adresse https://reactnative.dev/docs/components-n-api avec un S. En utilisant ces composants, on peut les combiner pour pouvoir générer un nouveau composant qui sera lui réutilisable. Par exemple, on imagine qu'on a toujours le même bouton, avec le même design et le même fonctionnement. Plutôt que de répéter du code, il serait intelligent de créer une brique qui serait réutilisable pour traiter ce cas d'utilisation. Un composant, cela s'y prête parfaitement. Pour écrire un composant, il y a plusieurs syntaxes. Pour rédiger les composants, on peut être amené à observer plusieurs syntaxes. Concrètement, les composants basés sur les classes sont la manière la plus ancienne de procéder et peuvent, dans 99% des cas, être remplacés par des composants basés sur des fonctions. Cependant, il faudra les coupler avec des React hooks. Les composants basés sur les classes. Pour définir un composant de classe, on utilise la syntaxe qu'on voit à gauche. C'est un exemple. On peut essayer de jouer avec ce morceau de code dans notre application. Rapidement, on peut observer une méthode render qui contient
la partie la plus importante, la définition JSX, qu'on va voir plus tard. On peut accéder à l'ensemble des éléments via le mot-clé this, tels que le state et les props. Pas d'inquiétude si tout cela c'est un peu flou encore et que ce n'est pas clair, ça sera abordé plus tard également. Il faut savoir également qu'il est possible de faire des composants basés sur des fonctions. Si on souhaite écrire l'équivalent du code qu'on a vu précédemment, en utilisant un composant basé sur une fonction, on obtiendra le code que l'on voit ici à gauche. Ici, le corps de la fonction est l'équivalent de la méthode render, sauf qu'on va pouvoir faire d'autres choses grâce au hook, comme le hook useState, qui apparaît dans notre exemple. Les deux composants s'utilisent en invoquant le JSX app. Notez qu'on peut parfaitement mixer les deux types de composants dans un projet. Pour rappel, les composants basés sur une fonction, il faut utiliser des hooks, qui sont une nouvelle façon de gérer des états et effets de bord avec React. Il en existe de nombreux, comme par exemple useState. React Native reprend les principes de base de React Web et il apporte un certain nombre de composants qui permettent une abstraction envers leur équivalent natif. Un composant, c'est une brique logicielle qui permet de réutiliser du code pour le factoriser. Ils peuvent s'écrire de différentes façons, avec des classes JavaScript ou avec des fonctions. Pour les composants basés sur une fonction, il faut utiliser des hooks, qui sont une nouvelle façon de gérer des états et effets de bord avec React. Voici ce qu'il est important de retenir. JSX, donc JavaScript XML, c'est une syntaxe proche du XML qui permet de représenter un peu à la manière du HTML, si on veut schématiser, l'arbre d'imbrication des composants d'une application React. Sa conception est née de la complexité de représenter des interfaces et relations entre composants d'une manière lisible pour les développeurs. Le JSX compile vers du code JavaScript et n'est utilisé qu'à des fins d'amélioration de la lisibilité du code et d'une meilleure expérience de développement. Donc voici une compilation JSX comme on peut le voir. Donc il faut savoir que React Create Element effectue quelques vérifications, mais sa principale fonction, ça reste de créer un objet qui ressemble à ce que l'on voit. Donc les props, c'est quelque chose qu'on a déjà plus ou moins vu et qu'on reverra plus tard. Mais children, c'est quoi là-dedans? Il faut savoir donc l'imbrication des composants. Le composant s'imbrique entre eux pour former un grand arbre de dépendance à la manière un petit peu, si on peut dire, de poupée russe, pour schématiser. Au final, une application donc React ou React Native n'est qu'une grosse imbrication de composants formés en web le virtual DOM, puis le DOM, Data Object Model, et en mobile son équivalent virtual DOM et son arbre de composants selon la plateforme. Donc de cela, il faut savoir qu'est née alors une relation d'antérieur, le parent, et postérieur, l'enfant. Ça indique qu'il affiche lorsque l'application fonctionne. Maintenant, on va parler des balises JSX, tout comme le XML ou le HTML, qui peuvent être ouvrantes, fermantes ou auto-fermantes. Donc ici, on a un exemple, texte coucou texte, qui est une balise qui s'ouvre au niveau de texte et se ferme avec texte. Donc ici, ça s'ouvre ici, ça se ferme ici. Ici, son enfant, c'est une chaîne de caractères appelée coucou. Mais on aurait pu mettre, par exemple, un autre composant JSX. View, ici, est une balise auto-fermante. Une balise auto-fermante peut être utilisée si la balise
ne possède pas d'enfant direct. Sinon, il faut utiliser la syntaxe ouvrante-fermante. Donc, on va prendre un exemple avec le morceau de code qu'on peut voir ici. Le morceau de code suivant, c'est là où s'imbrique un composant view, qui est un conteneur, et un composant texte pour afficher un message dans l'application. Ici, le composant texte est l'enfant du composant view. Il est lui-même parent de son enfant. Le texte, je suis l'enfant. On verra plus tard les props et les states plus en détail, comment on les utilise, les enfants d'un composant, via les props. En attendant, il faut savoir qu'un composant qui se re-render via un changement de props ou de state déclenche par défaut le re-render de tous ses enfants. Ce qu'il est important de retenir, c'est que le JSX, JavaScript XML, c'est une syntaxe destinée à simplifier l'imbrication des composants dans une application React. Il est compilé via une syntaxe JavaScript au moment où on génère le fichier JS final via le packager. Les composants ont une relation de parent-enfant et forment un grand arbre de composants pour définir la structure d'une application. Il faut savoir que lorsque l'on imbrique des composants React, ces derniers passent par un certain nombre d'états, appelés le cycle de vie d'un composant. Ces états se déclenchent quand le composant est présent dans un retour d'une méthode render, ou lorsqu'il reçoit des nouvelles props ou un nouvel état, par exemple. Donc jouer avec ces états permet de déclencher des effets de bord, ou de calculer les propriétés, sans lesquelles ça n'aurait pas été possible. Le cycle de vie peut se résumer à 4 états, auxquels on peut s'amarrer. To hook. Le composant a été monté. Component dit mount. Les instances courantes du composant s'affichent pour la première fois dans l'arbre des composants. Sa méthode render a donc été appelée une seule fois. C'est utile, par exemple, pour aller effectuer une requête à une base de données ou une API web externe. Le composant va être mis à jour. Component will update. C'est-à-dire que son state ou ses props, qu'on abordera donc plus tard, ont changé et que l'affichage va se mettre à jour. C'est utile si, par exemple, on va faire une sauvegarde de son état précédent avant une mise à jour. Le composant a été mis à jour. Component dit update. Une fois que la mise à jour graphique a été traitée, on peut, par exemple, déclencher un effet de bord pour mettre à jour une propriété calculée à partir du nouvel état ou de nouvelles props. Le composant va se démonter. Component will unmount. Ce qui lui permet d'effectuer des actions avant que le composant ne soit retiré de l'arbre et ne termine son cycle de vie. Par exemple, si nous avions ouvert un gestionnaire d'événements ou un WebSocket, il est temps de les fermer. C'est un hook de nettoyage. Ce qu'il faut noter, c'est que le cycle de vie avec les classes, pour les utiliser, ces points d'ancrage dans une classe, il suffit d'ajouter une fonction dans la classe du composant qui sera automatiquement appelée par React quand c'est nécessaire. Par contre, attention, les hooks des cycles de vie n'ont pas de relation directe avec les hooks de React. Donc ici, on pourra parfois voir qu'on peut avoir un hook, le cycle de vie de composants, bien que cela soit correct, mais également possible en utilisant les hooks de React. Syntaxe pour les composants basés sur une fonction. On ne fait pas forcément allusion à la même chose. Les hooks comme useState, useEffect ou encore useCallback permettent de hooker au moment du rendu. Donc on va voir un exemple ici avec un hook sur une classe. Alors c'est un peu petit, mais ici on peut voir le résultat de la console. Comme on peut le voir, on peut accéder aux valeurs à différents moments, par contre de manière asynchrone, car React n'attend pas que l'on retourne une valeur dans ses fonctions et continue son cycle de vie de son côté.
Donc le cycle de vie avec les fonctions, le fonctionnement avec des fonctions est assez semblable, mais tout se résume à l'utilisation d'un hook appelé useEffect. En effet, on ne définit aucune valeur sur le prototype de la fonction. L'exemple ci-dessous est l'équivalent de ce que nous avons fait plus haut en utilisant les composants basés sur les fonctions et les hooks. Donc ici, on peut voir qu'on a un exemple. Donc bien que différent, ce code est ce qui se rapproche le plus de l'exemple qu'on a vu avant. Donc il faut savoir que le console log étant asynchrone, il ne faut pas trop se fier à l'ordre d'affichage dans la console. Les fonctions sont appelées dans le bon ordre. En bref, useEffect, donc le hook useEffect, prend en argument deux paramètres. Une fonction à exécuter lors du déclenchement du hook, soit quand le tableau des dépendances change, qui doit retourner une fonction de nettoyage à exécuter juste avant que cet effet ne se déclenche à nouveau, un tableau de dépendance depth, qui sont des variables observées qui vont être évaluées à chaque rendu. Et si l'une d'entre elles a été modifiée, qui vont déclencher la nouvelle fonction de l'effet, en utilisant la fonction de nettoyage de l'effet précédent, si jamais elle existe. Si jamais ce paramètre n'est pas donné, le hook s'exécute à chaque render. Donc pour plus de détails là-dessus, je vous invite à consulter la doc officielle qui est quand même assez exhaustive à ce sujet. Donc vous retrouverez ici le lien de la doc. Donc il y a un cas d'utilisation de useEffect avec fetch. Donc comme on l'a déjà vu, useEffect peut être utilisé pour lancer une fonction au montage de composants. Cette fonction sera donc lancée après le premier rendu, mais pourra changer une information dynamique à l'initiation du composant. Dans cette méthode, on va voir comment changer un post publication à partir d'une API en utilisant une source extérieure. Pour cet exemple, on utilise une API nommée JSON Placeholder. Donc cette API nous générera une réponse avec de fausses données, donc comme on peut le voir ici, là. Donc pour cela, on utilise un useEffect et function call post qui exécutera la fonction pendant le montage du composant et on utilisera fetch et cette dernière mettra l'information dans une state. Donc pour cela, on lance une fonction useEffect de React pour qu'elle se lance et lance l'initiation de l'application. On réalise une requête fetch. De base, cela fait une requête de type get à l'URL passé un paramètre fetch, donc URL, qui nous retournera une promesse. Alors, une promesse, il faut savoir que c'est un objet qui représente l'accomplissement d'une tâche. Celle-ci nous renvoie une réussite avec sa méthode .when et .finally, ou un échec avec .catch. Si on imagine ce concept, on peut prendre le téléchargement d'un livre. La promesse constitue son résultat. Soit celui-ci sera à 100% fini et nous renverra la méthode .when ou finally, soit il aura échoué, par exemple à 20%, 30%, peu importe, et il nous renverra sa méthode .catch. L'avantage des promesses, c'est que notre code attendra d'avoir une réponse ou une erreur pour lancer le code dans le .when, .finally ou .catch. Avec le premier .when, on récupère le flux de réponse seulement. React Native ne peut le lire tel quel en fait. Nous le mettons donc au format JSON grâce à la fonction du même nom. La fonction JSON renvoie aussi une promesse. Donc maintenant que nous avons notre réponse au format donc dans le bon format, on doit le mettre dans l'état du state. Dans notre cas, ça contient plusieurs champs, mais nous souhaitons que le champ body, comme on peut le voir ici. Nous passons donc seulement le body dans l'état, setPost, json.body. Avec le catch, nous gérons le cas où il y aurait une erreur.
et on le met dans la console. Le finally permet de lancer une fonction une fois que les points veines ont été réalisés sans erreur. Dans notre cas, nous passons le statut en changement is loading sur faux pour que notre interface nous affiche le résultat. Si nous schématisons donc l'application, c'est ce qu'on voit à l'écran avec des utilisations de useEffect et de fetch. Bien que donc non visible, donc vous ne verrez probablement pas le message en chargement, car trop rapide dans un cas simple comme celui-ci, c'est important de savoir comment fonctionne le cycle de vie de React Native et comment lookUseEffect permet d'interagir avec ce dernier. Son utilisation avec Fetch, c'est un bon exemple d'une application ayant très souvent besoin d'une API pour fonctionner. Donc sur les 3 dernières étapes du schéma qu'on a vu précédemment, notre composant affichera en chargement, puis affichera les informations récupérées via l'URL, à l'exception du cas où une erreur serait advenue. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les composants possèdent un cycle de vie qui leur permet de venir déclencher des effets de bord lorsqu'ils sont créés, détruits ou qu'ils reçoivent de nouveaux arguments. Bien qu'on puisse faire la même chose avec des composants basés sur des classes ou d'autres basés sur des fonctions, la syntaxe n'est pas tout à fait la même. La plupart du temps, on utilisera des hooks pour aller chercher des données distantes ou pour initialiser des gestionnaires d'événements. LookUseEffect permet d'interagir avec React Native en fonction de son avancement dans le cycle de vie du composant. Il permet par exemple de récupérer des données distantes avec le fetch au lancement du composant. Je vous invite à consulter la documentation pour en savoir plus.